Salut! Pour l'essentiel, la dernière fois, j'ai parlé de mon projet, j'ai parlé du texte pour le présenter, j'ai parlé de la prononciation, et j'ai dit que pour la suite, on traduirait le texte en décomposant phrase par phrase. On va faire donc aujourd'hui la première phrase. Et la méthode qui nous est fortement conseillée d'appliquer, la méthode que j'utilise tout le temps, c'est commencer par découper le texte. Et le meilleur moyen de commencer à découper un texte, c'est de prendre chacune des phrases indépendamment. On appréciera au passage l'avantage indéniable de l'informatique qui nous permet de visuellement séparer les phrases, alors que quand on travaille sur papier, on est obligé de griffonner, de faire des crochets autour de nos phrases, des parenthèses, de souligner des mots, de faire tout un tas d'annotations qui rendent difficile le traitement du texte, en ce qui me concerne au moins. C'est vite ingérable. Donc, on prend notre première phrase. Une fois qu'on a notre phrase, il est toujours utile de la lire déjà, tout comme on a lu le texte, on va lire la phrase. Caesar bellisci vilibus totorbe compositis Romam redit. Une fois qu'on en est là, au même titre qu'on se sert de la ponctuation pour séparer nos phrases, on va se servir de la ponctuation pour séparer nos propositions. Les virgules nous aident, on utilise les virgules. Après les virgules, il y a les verbes. En l'occurrence, il y a deux verbes que j'ai mis en évidence pour simplifier. On verra le reste en détail sur chacune des propositions. On a deux propositions enchâssées l'une dans l'autre. Caesar Romam redit et bellisci vilibus totorbe compositis. On prend la première proposition, Caesar Romam redit, et on va faire quelque chose de simple. On va chercher le vocabulaire avant toute chose. Pour l'approche du vocabulaire, on a déjà deux mots qui sont super transparents et qu'on devrait reconnaître. Sinon, en général, soit on a le luxe de connaître le vocabulaire, soit il est donné, soit on doit le chercher dans le dictionnaire. Comme je suis sur ordinateur, je me sers de l'école Latinus, qui est un lématiseur et un analyseur morphologique, et qui facilite grandement le travail. Donc c'est un outil qui sert à la fois aux professeurs et aux élèves, que ce soit pour trouver le vocabulaire, ce qui va servir quand le professeur donne une version, comme ce texte par exemple, que ce soit pour faire de l'analyse morphologique, ce qui va permettre de retrouver la forme de dictionnaire d'une forme conjuguée ou d'une forme déclinée, que ce soit pour scander un texte, ce qui va essentiellement servir en poésie, mais peut avoir une application un peu plus globale, ou pour accentuer un texte. En plus de ça, on peut retrouver directement les entrées de dictionnaire, que ce soit le Gaffio, le dictionnaire latin de référence en France, ou les autres dictionnaires allemands, anglais, italiens, et probablement quelques autres qui m'échappent. On regarde d'abord le vocabulaire. Normalement, par transparence, César et Rome sont assez faciles à trouver, mais on sait jamais. La transparence est un peu plus difficile pour Redeo. Donc on remarque au passage qu'on a donc Caesar, Caesaris, masculin, César. Donc on est face à une forme typique de dictionnaire qui nous donne le nominatif d'un nom, son génitif et son genre. En plus de ça, on a la quantité des voyelles. Le dictionnaire par convention, plutôt que par facilité en systématisant, donne la quantité pour toutes les voyelles des syllabes ouvertes non finales, c'est-à-dire les syllabes qui se terminent par une voyelle et qui ne sont pas à la fin du mot, et en plus de ça, les syllabes finales qui prêtent à confusion, comme c'est le cas dans Caesar, sont toujours notées aussi. La quantité des voyelles est un élément de la langue qui joue sur le sens, comme par exemple en arabe, en estonien, en finnois, en japonais, en latin bien évidemment, en grec ancien ou en vieil anglais et en gaélique. La différence entre Roma et Roma, c'est que le premier est le sujet de la phrase et que l'autre est un complément de moyen, qu'on traduira respectivement par Rome et avec Rome ou par Rome. Donc, la quantité est marquée par deux signes diacritiques, le macron, comme on voit sur le Kai de Caesar, et le micron, comme on voit sur le A de Caesar. Le macron note une quantité longue, comme le Kai de Caesar, qui est une diphtongue, donc nécessairement longue, puisque l'articulation se fait d'une voyelle à une autre, en l'occurrence A et E. Une voyelle simple longue correspond vulgairement à deux voyelles brèves, comme le O de Roma. Mais au même titre qu'on ne décompose pas Caesar, on ne décompose pas Roma. Le micron note, lui, donc les voyelles brèves. Les verbes E sont donnés sous la forme de ce qu'on appelle les temps primitifs, c'est-à-dire la P1 présent actif du verbe, sa P2 présent actif, son infinitif présent, sa P1
parfait actif et le supin. Le parfait est un temps du passé qui correspond soit au passé composé, soit au passé simple, et le supin, lui, est une forme nominale du verbe. Avec les temps primitifs, quand on connaît le paradigme, on est censé pouvoir conjuguer n'importe quel verbe à n'importe quel temps, n'importe quelle personne et n'importe quel mode. Maintenant, on peut s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire le vocabulaire qui va nous permettre de traduire la phrase. Dans une phrase typique en français, on s'attend à avoir un sujet, un verbe, un complément. Dans une phrase typique en latin, on aura un sujet, un complément, un verbe. En latin, le cas grammatical des mots permet de faire abstraction d'un sens strict de lecture. Mais on retrouve cette forme plus ou moins standard de sujet, complément, verbe. Pour simplifier et pour le fun, j'ai pris chacun des mots de vocabulaire que j'ai mis dans l'ordre du texte, ce qui permet, avant même de faire une analyse grammaticale, d'avoir une idée de ce que ça veut dire. Comme la phrase est simple et qu'on a vu le vocabulaire, là, de toute manière, il n'y a pas véritablement de difficulté à traduire. Mais comme j'ai l'intention d'être un minimum didactique, je vais quand même faire chacune des étapes scrupuleusement et systématiquement. Donc, César, Rome, revenir. On note au passage, par rapport à ce que j'ai dit sur les temps primitifs, que redit est formé sur le radical du parfait. Le verbe est donc au passé. Maintenant, on jette un œil à l'analyse morphologique, ce qui nous permet de voir qu'on a Caesar, comme la forme de dictionnaire le suggérait, qui est au nominatif, c'est donc le sujet de la phrase. Romam, qui est à l'accusatif, et en temps normal, avec n'importe quel autre mot, comme Caesar, qui donnerait à l'accusatif Caesarem, ce serait le complément d'objet direct du verbe. À ceci près que redeo n'est pas un verbe transitif et ne permet donc pas d'avoir un complément d'objet direct. L'accusatif sert donc ici à exprimer le complément de lieu avec mouvement. L'autre particularité, c'est que si César était le complément du verbe, ça nécessiterait l'emploi de la préposition ad, qui se traduit par près, vers, avec l'accusatif, donc ad caesarem. On finit quand même la traduction de cette proposition en remettant les mots dans un ordre syntaxique plus correct, histoire de faire une bonne traduction, parce que César à Rome revint, même si on le comprend, ça n'est techniquement pas français. Donc César revint à Rome. Pour récapituler, les cas grammaticaux expriment une fonction syntaxique dans la proposition ou un rôle sémantique par rapport au verbe. Et à moins qu'on parle tamoul, russe, allemand, farsi, grec, irlandais, islandais, roumain, basque ou finnois, le système de cas nous est proprement étranger. Et sur le principe, savoir comment ces gens-là apprennent des langues comme le latin ou le grec ancien est proprement intéressant. Mais pour tenter de rendre un peu plus familier ce qui ne l'est pas du tout, on a quand même les pronoms en français qui retiennent certaines caractéristiques des cas. Je suis est différent de me suis qui ne veut rien dire. Et pourtant, je, me, moi sont le même mot techniquement. Le pronom personnel P1. Avec le pronom relatif, par exemple, on va dire c'est César qui rentre à Rome, mais c'est à Rome que rentre César, qui exprime le sujet que le complément. De toute façon, à chaque fois que ce sera pertinent, on reviendra sur les cas pour en expliquer l'emploi, plutôt que de faire une présentation théorique complète là maintenant. La première proposition traduite, on passe à la suivante. Bellis civilibus toto orbe compositis. Cette proposition, comme la précédente, a un verbe, un sujet et un complément, en l'occurrence un complément de lieu, mais a deux particularités. La première est que le verbe est au participe, et l'autre, c'est que l'ensemble de la proposition est à l'ablatif. C'est ce qu'on appelle un ablatif absolu. Une proposition participiale qui nous donne des informations sur la cause ou le temps, plus souvent que jamais. On regarde le vocabulaire, on a bellum, i, neutre, la guerre, qui en l'occurrence est le sujet, qui civilis est civil, qui est un adjectif, avec la particularité dans la forme de dictionnaire que les adjectifs ne sont pas donnés avec leur nominatif et leur génitif, mais leur nominatif à chaque genre. Le latin a 3 genres grammaticaux, le masculin, le féminin et le neutre. En l'occurrence, civilis fait partie de la seconde classe d'adjectifs, les adjectifs épicènes, pour lesquels le masculin et le féminin sont semblables. On note la différence avec to, tusa, pour lequel les 3 genres sont distincts.
Donc to, tout ça, tout entier, orbis, is, masculin, le cercle, le globe, ou dans l'expression orbis terrarum, le globe terrestre, donc le monde. En l'occurrence, on va traduire orbis par la Terre. Compono, littéralement, poser ensemble, ou mettre ensemble, disposer, enterrer, et donne l'adjectif compositus, disposer, préparer, en bon ordre. Mais on préférera la traduction de régler. Donc, guerre, civile, tout entier, terre, réglée. On a déjà une notion de ce que ça veut dire, et donc des circonstances dans lesquelles César revient à Rome. On passe à l'analyse. Donc, bien évidemment, comme c'est un ablatif absolu, tout est à l'ablatif, et sans contexte particulier, on peut être en difficulté pour traduire ça. À ceci près que, d'une part, comme l'ablatif est facilement un complément de moyens ou de manière, je pense qu'on peut vulgairement traduire ça par « avec les guerres civiles sur la terre entière réglées » ou « par les guerres civiles sur la terre entière réglées », ce qui nous donne quand même, en tant que tel, une notion proche de la cause, ou tout du moins nous permet d'envisager les circonstances. Mais pour traduire au mieux, il faut partir du participe, puisque c'est une proposition participiale, qui en l'occurrence, comme j'avais évoqué plus tôt sur le rôle du supin, est formé sur le supin du verbe compono, compositum. C'est donc un participe parfait passif. Ce qui implique que l'action de la proposition se passe avant celle de la principale, et on va traduire au moins dans un premier temps par « ayant été réglé ». Le sujet est au pluriel, les guerres, il est accompagné d'un adjectif, les guerres civiles ayant été réglées. On a notre ablatif absolu, complété d'un complément de lieu, totorbe, sur la terre tout entière. Et dans le mouvement du texte, les guerres civiles sur la terre tout entière ayant été réglées. Il paraît qu'en français, on n'aime pas trop les propositions participiales, donc ayant été réglées, ça ne se dit pas vraiment. Alors on va favoriser des tournures comme après que ou une fois que, si on veut faire valoir le temps, ou alors parce que, comme, puisque, si on veut faire valoir la cause. En tous les cas, on comprend, les guerres civiles sont terminées, César rentre à Rome en conséquence. Une fois qu'on a fini ça, on revient à l'ensemble de la phrase, nos deux propositions séparées, César revint à Rome, les guerres civiles ayant été réglées sur la terre tout entière, et pour le fun ou pour la bonne mesure, on les remet dans l'ordre du texte d'origine, à savoir César, les guerres civiles ayant été réglées sur la terre en tout entière, revint à Rome. Ou si par exemple on veut préciser la notion de temps, César, après que les guerres civiles ont été réglées sur la terre tout entière, revint à Rome. Et pour nous, après avoir traduit la première phrase, on la remet dans le texte d'origine, dans lequel on mettra chacune des phrases traduites jusqu'à ce qu'on ait une traduction complète. Ce qui permet au passage de s'assurer que ce qu'on a traduit fait à peu près sens. J'approche dangereusement des 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit l'essentiel, j'aurais forcément omis des trucs, négligé d'autres, mais c'est pas grave. Il devrait y avoir moyen que quelqu'un tire au moins quelque chose de tout ce que j'ai fait. Salut, à la prochaine.